Le kiosque et ses membres éminents, Jeanne Daudet pour la presse régionale, Samuel Etienne pour la presse internationale, Emmanuel Dutheil pour la une de l'Écho et Guillaume Janton qui regarde la télé pour vous. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour Maxime. Et on commence avec vos quotidiens nationaux et je voudrais avoir ce matin une pensée pour Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, sur le pied de guerre depuis des jours, envoyé au front hier à la rencontre des agriculteurs à Caen. Résultat ce matin, au du Parisien, le plan Hollande pour les éleveurs. Et les Échos enfoncent le clou. Hollande tente d'enrayer la fronde. Oubliez donc Stéphane Le Foll. Ah non, pardon. Le Figaro lui consacre un article. Je vous lis le titre. Stéphane Le Foll, un ministre débordé par une crise hors norme. Il y a une phrase qu'on entend beaucoup ces derniers jours, notamment dans la bouche des éleveurs. Pour avoir un produit de qualité, il faut y mettre le prix. Et bien d'après le Parisien, c'est totalement faux. Pas cher ne veut pas dire pas bon. Article à lire ce matin. Rapport inédit sur la qualité de 16 000 produits vendus en grande surface. Dans l'écrasante majorité des cas, les produits premier prix sont de qualité nutritionnelle comparable aux produits de grandes marques beaucoup plus chers. D'après cette étude, c'est vrai pour les plats préparés, la charcuterie, les conserves et j'en passe. Et on parle de qualité nutritionnelle, pas forcément de goût. Pas forcément de goût, on est d'accord. Et puis dans ce kiosque, un mot de Libération et du Tour de France avec les confessions d'un ancien maillot jaune, le Danois Rasmussen, éjecté du Tour pour dopage, c'était en 2007. Question de Libération. Avez-vous des regrets ? Réponse, j'en ai beaucoup, mais pas celui de m'être dopé. Je suis toujours en forme, j'ai usé du dopage, mais je n'en ai pas abusé. Question de Libération. Si votre fils de 10 ans se lançait dans le cyclisme, vous auriez peur qu'il se dope ? Réponse, non. Voilà pour cette interview hallucinante à lire ce matin dans Libération. Jeanne Daudet à la une des régions. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Eh bien, mercredi, jour de cinéma. Et pour l'occasion, Ouest France nous offre une belle histoire autour de l'une des sorties du jour, plus précisément autour du film Pixels, une super production américaine autour des premiers jeux vidéo. Pac-Man, Donkey Kong, les Space Invaders, ça vous dit quelque chose ? Oui. Pac-Man, oui. Oui, moi ça me dit rien, j'étais pas née. Eh bien dans ce film, ces héros des années 80 envahissent la Terre et figurez-vous que c'est un jeune trentenaire français de Caen, Patrick Jean, qui est à l'origine de ce film. En 2009, ce jeune réalisateur de générique d'émissions télé se rend à New York pour tourner un court-métrage, son nom Pixels, 3 jours de tournage avec une caméra semi-pro, puis 6 mois de post-production pour accoucher de 2 minutes 30. En avril 2010, Patrick Jean poste son court-métrage sur YouTube et là, magie d'Internet, 1 million de vues en seulement 24 heures. Incroyable. Tout s'enchaîne, le buzz contamine les États-Unis, des producteurs se battent pour récupérer les droits et l'adaptent. C'est aujourd'hui chose faite. De 2 minutes 30, le film en fait désormais 100. 100, c'est aussi le nouveau budget en millions d'euros de ce long métrage, réalisé cette fois par Chris Columbus, auteur des 2 premiers Harry Potter, entre autres. Patrick Jean, lui, en est le coproducteur. Voilà, un talent français. C'est fou le succès des Français dans le cinéma, dans le film d'animation. Elle est absolument. mignon aussi. Ce qui fait un carton à travers le monde en ce moment, ça aussi c'est français. Moi j'ai vu la bande-annonce de ce film, ça a l'air particulier. Hein. Oui, c'est ça a l'air Je sais pas génial. si c'est les doublages en français qui font ça, mais c'est très curieux. C'est rarement réussi les doublages en français. Ah mon Dieu, c'est Pac-Man. Oui, c'est ça. Samuel Etienne, la une de la presse internationale, qu'est-ce qui a retenu là aussi votre attention ce matin ? Maxime, c'est une photo qui fait le buzz aux États-Unis. On y voit un policier noir aider un homme blanc qui semble avoir du mal à marcher. La scène semble anodine, pourtant quand on connaît son contexte, elle l'est beaucoup moins. Si l'on regarde la photo d'un peu plus près, on s'aperçoit que l'homme blanc mal en point a une grande croix gammée sur son t-shirt et pour cause, il participait à une manifestation du tristement célèbre Ku Klux Klan. Ah, c'est dur le matin à dire. Je me suis entraîné pendant une petite demi-heure. Très bon ami orthophoniste. Mais c'est dur. Et je continue. Car oui, le Ku Klux Klan, c'est mieux. Cette organisation qui prône la suprématie de la race blanche existe toujours aux États-Unis. Et comment un policier noir en est-il venu à aider ce militant raciste ? Eh bien, la manifestation d'extrême droite se déroulait en Caroline du Sud pour dénoncer le retrait du drapeau confédéré. Vous en avez peut-être entendu parler, ce drapeau controversé que les militants des droits civiques assimilent à un symbole raciste et esclavagiste. Manifestation dans un climat tendu face à des contre-manifestants. Et puis il faisait chaud, très chaud. Et notre manifestant du KKK, c'est plus facile à dire, s'est senti mal. Et c'est là que le policier est intervenu, l'a pris sous son bras pour l'installer à l'ombre et le faire boire. Et ce policier, on a pu l'interroger sur son geste ? Oui, les journalistes l'ont retrouvé. Eh bien, il était tout surpris du buzz autour de cette photo. Elle lui estime n'avoir fait que son devoir. Et il déclare « J'espère que cette image aidera les gens à dépasser la haine et la violence que nous avons vues dans notre pays ces dernières semaines. » Alors, les internautes s'interrogent face à cette photo, mais semblent déjà avoir la réponse d'ailleurs. Un militant raciste blanc aurait-il fait la même chose pour un noir ? J'ai mis le cliché en ligne, allez le voir. Sur Twitter, la photo est très forte. Avec le
hashtag E1 Matin. J'ai aussi mis en ligne la vidéo des manifestants du Ku Klux Klan. Alors le jeu, c'est de trouver une lueur d'intelligence dans leur regard. Je vous préviens, c'est pas évident. C'est le défi de ce matin. Merci Samuel Etienne. Emmanuel Dutheil, qu'est-ce qui fait la une de l'Écho ce matin? Eh bien moi j'ai fait également mon Samuel Etienne. Ah C'est-à-dire bon que je suis allé lire le Wall Street Journal et le New York Times ce matin. Pourquoi? En anglais, s'il vous plaît. En anglais, s'il vous plaît. Eh bien, je vais aller lire tout cela parce que la planète financière attendait cette nuit fébrilement les résultats d'Apple. À chaque fois, c'est un événement. Tout le monde s'attend à ce qu'Apple fasse toujours plus, à ce qu'Apple gagne toujours plus d'argent et gagne surtout toujours beaucoup plus que ce que les marchés prévoient. Eh bien, hier, même si Apple a annoncé un bénéfice en hausse de près de 40% à plus de 10 milliards de dollars, oui, vous avez bien entendu, 10 milliards Ça, ce de sont dollars les bénéfices. seulement sur 3 mois, Ah. eh bien, Incroyable. Apple, malgré tout, a déçu. L'action s'est effondrée après ces résultats. Mais attendez, pourquoi est-ce que Apple déçoit avec 10 milliards de bénéfices sur 3 mois? Eh bien, Apple a vendu moins d'iPhone que ce qu'espéraient les analystes. Les ventes ont pourtant progressé de 35%, mais les experts voulaient une hausse de 40%. Apple s'est également montré plus prudent que ce qu'espéraient les analystes pour les semaines à venir. Et puis, les experts sont restés sur leur faim concernant les ventes de la montre Apple, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Tim Cook, le patron de l'entreprise, a parlé d'excellents départs sans en dire vraiment plus. Il a juste voulu quand même tordre le cou à une rumeur qui laissait entendre que les ventes s'étaient effondrées après un bon lancement. Selon Apple, les ventes de juin étaient meilleures que celles d'avril et mai. Mais selon les experts, c'est quand même pas exceptionnel ces ventes de montres. La plupart pensent qu'environ 2 millions de montres ont été vendues. Là aussi, c'est moins qu'espéré. Mais bon, quand on voit quand même les performances globales, tout cela n'est pas très préoccupant. Imaginez, Apple a 200 milliards de dollars sur son compte en banque. Le problème avec Apple, comme le dit ce matin le New York Times, c'est que même quand ça va très bien, eh bien les investisseurs se demandent pourquoi ça ne peut pas aller encore mieux. 200 milliards de dollars sur le compte en banque. Ça fait rêver. Ils vont pouvoir en inventer des trucs. Oui, c'est ça. C'est pas fini la saga Apple. Merci Emmanuel Dutheil. Guillaume Janton, on vous retrouve à la télé ce soir. Silence, ça pousse. 21h40 sur France 5 avec des inédits cet été. Pourquoi vous rigolez? Pardon. Non, je connais l'émission, puis subitement autre chose. Très bien. Et tout d'abord, oh là c'est très chic. Et tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous dire bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, Silence ça pousse, c'est un magazine hebdomadaire avec une thématique originale, le jardinage. Au programme, des conseils pour bien faire pousser ses plantes et des visites de jardin chez les particuliers. Et en ce moment, l'émission propose des numéros inédits, ce qui est plutôt rare à la télé pendant l'été. L'occasion de découvrir les richesses florales de nos régions avec Stéphane Marie et Noël Bréham, les deux animateurs survitaminés Moi, de je les Silence ça adore. pousse, qui nous offrent des dialogues parfois surréalistes pendant l'émission. Alors les plantes, ils les arrosent, ils les enterrent, ils les chouchoutent. Et pardon, mais parfois on se demande s'ils ne les fument pas un peu aussi. Les vaches rouges, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie. Apprends-moi à dire pas de panique. Pas de panique. Pas de panique. Tu bois ton café au lait. Ben non, je bois une bolée de cidre de Normandie. Voilà, en tout cas maintenant on sait à quoi il carbure. Alors je vais pas vous mentir, dans Silence ça pousse, il y a du bon et du moins bon. Le gros point fort de l'émission, c'est son animateur principal, Stéphane Marie, qui apporte de l'humeur mais aussi une vraie expertise botanique au programme, notamment grâce à ses jolis croquis millimétrés. D'ailleurs, après les experts Manhattan, les experts Los Angeles, si TF1 veut lancer les experts Jardiland, c'est à lui qu'il faut penser. Stéphane Marie examine les jardins endommagés comme des scènes de crimes macabres et grâce à des indices très précis, il devine ce qui a causé les ravages de ces jardins. Il y a des marques au sol qui disent qu'il y a eu un caillebotis, du bois, donc il y avait du bois partout. Là, je vois au mur des choses qui ont grimpé, probablement une vigne vierge. Non, mais je sens quelque chose là. Quel flair ce Stéphane. Horreur, un caillebotis. Et puis moi, ce qui m'a un peu moins plu dans Silence ça pousse, c'est tout d'abord le rythme. Les interviews des spécialistes du jardinage sont souvent interminables. Et puis ce qui est assez énervant, c'est cette voix off qui nous parle comme si on était des enfants de 7 ans et demi. À un moment, j'ai cru que c'était Dora l'exploratrice. Bien sûr, vivre, respirer, danser, mais avant tout cela, dessiner. Bref, pour résumer l'émission avec des termes botaniques, je dirais que Silence ça pousse est un beau jardin, mais avec quelques mauvaises herbes. Silence, ça pousse ce soir, 21h40 sur France 5. Merci Guillaume Janton et merci à vous quatre pour le kiosque.